Je suis Tonya, fondateur de GiveZone Farm et de GiveOne Project and GiveOne Project Digital Academy. Écoute, GiveZone, c'était une réponse par rapport à ma frustration de voir l'Afrique aujourd'hui emporter la majeure partie de ce que nous mangeons dans notre continent. Et pourtant, on a les terres les plus arables dans le monde. On a la population la plus jeune du monde. On a le soleil 365 jours. Tu vois des pays comme le Sénégal, c'est des pays qui sont vraiment, les terres sont plates. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire l'agriculture. On devait, au contraire, nourrir le monde. Mais c'est comme si toi, tu as une famille et que tu attends quelqu'un d'autre, un autre mec venir nourrir ta famille chaque matin, te donner à manger. Je ne pense pas que tu vas accepter ça. Parce que pour cette autonomie, cette indépendance d'abord doit commencer par contrôler nous-mêmes ce que nous mangeons. Avoir cette fierté que nous-mêmes, on ne peut pas seulement nourrir l'Afrique, mais nourrir le monde. Et vraiment, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que si tu vas en Europe ou aux États-Unis, là où j'étais 20 ans, la majeure partie de l'année dans tous les États du Nord, de Ohio jusqu'à Washington DC, New York, etc., Illinois et all of that, 6 mois à 7 mois, vous êtes dans le froid. Canada, c'est la même chose. L'Europe, presque partout en Europe, c'est la même chose. C'est difficile de faire l'agriculture. Tu vas dans les pays comme Israël, etc., qui sont dans le désert, et même à les difficultés de l'eau que nous, on n'a pas, ils arrivent quand même à nourrir leur population et nous envoyer à manger. Donc, tu vois l'Espagne qui transporte, qui amène tout ce qu'ils produisent là-bas chez nous. On devait faire ça pour eux. On a l'eau, on a l'océan autour de nous, on a la pluie partout, on a les lacs, on a les rivières. Tout ce qu'on a besoin, Dieu nous a donné. On est le continent le plus riche en termes de matières premières, en termes de ressources naturelles et aussi ressources humaines parce qu'on a la jeunesse qui est le moteur de toute économie, qui est d'ailleurs notre plus grande richesse, c'est la jeunesse africaine, dynamique et très très ambitieuse, qui veulent faire quelque chose. Mais c'est pourquoi je suis retourné au Sénégal moi-même, au lieu d'attendre que certains, comme certains d'entre nous, on va attendre quelqu'un pour le faire, ou bien critiquer les gouvernants, ou bien les investisseurs, ou bien quelqu'un d'autre pour le faire. Pour moi, on doit prendre le lead. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller commencer l'agriculture moi-même. Et pas seulement le faire moi-même, mais construire aussi un institut agricole à l'intérieur de nos fermes pour les jeunes africains, pas seulement le Sénégal, mais africains. C'est pourquoi mes fermes sont pleines de jeunes qui viennent de partout du continent, même chez vous du Togo ici, qu'ils viennent là-bas se former, mais aussi de la diaspora africaine d'ailleurs, qui viennent là-bas se former pour rendre l'agriculture attractive, pour que ces jeunes reviennent à la base. Parce que la base de toute vie, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est la vie, c'est tout. C'est au cœur de tout ce que nous faisons. Vous vous levez le matin, il faut d'abord manger. Avant de dormir, il faut manger. Même avant d'aller travailler, il faut manger. Avant de réfléchir sur des projets pour pouvoir développer un pays, il faut d'abord manger. Il faut ça d'abord avant de réfléchir. Donc pour moi, il fallait vraiment lancer ce message à la jeunesse africaine de nous voir quitter Washington DC, retourner dans les terres, vivre dans les villages pour valoriser nos villages, pour leur donner aussi ce sens que tout commence par là-bas. C'était comme ça avant en Afrique. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'agriculture, quand on parle de village, les gens se pensent de misère. Et parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau dans beaucoup de villages. Et maintenant, c'est à nous de changer ça, to reverse the story, pour qu'on aille investir dans nos villages. Et ça va régler tous les problèmes de l'Afrique. Parce qu'à partir de là, tu peux régler le problème de la violence, le problème de sécurité. Parce que ces jeunes qui quittent les villages, qui vont dans les villes comme ici à Lomé, à Dakar, à Abidjan, etc., qui cherchent du boulot, parfois c'est difficile. Et ces mêmes jeunes-là, qui s'accroient à tout ce qui se passe dans les villes. L'insécurité, le manque de boulot, l'inondation, parce qu'on construit partout dans nos villes aujourd'hui, parce qu'il y a la population qui est concentrée dans les grandes villes. Et au-delà de ça, ils prennent même les bateaux, quand ils ne trouvent pas, ils prennent les bateaux pour aller en Europe pour se suicider, vraiment pour chercher des opportunités pour nourrir leurs familles.
Et pourtant, si on investit dans les villages, on retourne à la terre et on valorise l'agriculteur, on valorise l'agriculture aussi. Et que le paysan peut vivre de sa terre, de ce qu'il fait. Et qu'on lui donne aussi cette dignité que tous les pays aux États-Unis, partout, donnent aux agriculteurs. Moi, c'est mon combat au début, c'est comment faire pour qu'on voit un new type of farmer, un nouveau type d'agriculteur. Et ça, c'est juste retourner là où on était au début. En Afrique, nos parents, l'agriculteur, c'était the person to go to. Donc on l'a perdu, mais on doit réclamer ça pour qu'on puisse avoir cette indépendance économique et contrôler ce que nous mangeons. Parce que qui te contrôle, qui te donne à manger, te contrôle. Et tant qu'on ne règle pas ce problème, on ne peut rien régler encore. On peut construire des infrastructures, on peut construire tout ce qu'on veut, hein. Ça c'est très bon. Mais à la fin, qui va nous amener à manger? Et aujourd'hui, avec Covid et tout ce qui se passe, si ils nous ferment les frontières comme on l'a fait dans quelques mois, on a appris que c'est compliqué. Hein, parce que les autres pays qui nous donnaient à manger avaient besoin de leur riz, de leur huile, de tout ça eux-mêmes. Et on a eu des pénuries dans nos pays. Donc c'était une opportunité pour l'Afrique d'investir beaucoup plus sur ce produit local, de faire tout pour qu'on valorise les agriculteurs et qu'ils commencent à continuer à nourrir nos populations. Pour moi, cette Covid, c'était une opportunité, c'est toujours une opportunité pour l'Afrique. Parce qu'on est une terre fertile, surtout. Les infrastructures, tout reste à faire, nos hôpitaux restent à être construits, la même chose pour nos écoles, sur la nouvelle technologie, tout reste à faire, l'agriculture, comme on a dit, tout reste à faire, l'éducation, etc. C'est une opportunité pour moi, parce que si vous regardez ce qui s'est passé, ce Covid, ce n'est pas du nouveau. Hein. Après la guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces économies que vous voyez aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis se sont relancés et aujourd'hui, c'est comme ça, ils ont pris le monde. Parce qu'ils ont pu utiliser les difficultés pour reconstruire de nouvelles économies et contrôler le monde. Cette Covid va changer cette tendance aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Maintenant, ça reviendra à certains qui ont compris ça pour pouvoir investir sur la formation et l'éducation des jeunes de ce pays. Si vous voyez ce qui s'est passé en Emirates, les Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, jusqu'à Doha, etc. Dans les années 78, là, il n'y avait rien. Mais ils ont pris toutes les ressources naturelles, la moitié de leur argent, ils ont investi sur l'éducation de leurs jeunes, ils les ont envoyés dans les grandes universités comme Yale, Harvard, London Business School, Sciences Po, etc. 20 ans, 15 ans après, c'est ces jeunes-là qui ont renversé l'économie de ces pays, qui reviennent révolutionner ce qui se passe à Dubaï. Il n'y avait que Seine, du sable. Maintenant, tu vois des gratte-ciel, tout le monde va à Dubaï pour faire du business. Ce n'est pas miraculeux, c'est des gens qui l'ont fait. Mais ils ont préparé les jeunes de 20 ans, 30 ans avant pour y arriver. Ils ont compris que l'investissement, d'abord, c'est l'investissement humain. Il faudra investir à la jeunesse africaine pour le préparer. Aujourd'hui, on a une opportunité d'investir à la nouvelle technologie. C'est pourquoi j'ai investi au Sénégal, à Saly, pour lancer depuis un an le Give One Project Digital Academy pour former les jeunes sur la cybersécurité, sur l'artificial intelligence, sur data et tout ce qui est robotique and programming. Parce que je sais que le futur du monde aujourd'hui, on parle de tout ce qui est digital et intelligence artificielle et robotique. Si on ne prépare pas tous les métaverses, il n'y a pas encore de débat sur les métaverses en Afrique. Mais on est encore en retard. Si on ne parle pas de ça, et demain, c'est eux qui vont venir encore nous contrôler sur tout ce qu'on est en train de faire, parce que tout sera digitalisé. Aujourd'hui, on est dans le hybrid, digital, hybrid, a little bit présence. Mais dans quelques années, avec les métaverses, on n'a même pas besoin de voyager dans les pays pour les conférences. Tu peux aller même faire du shopping, parler avec tes amis à partir de ta maison, virtual reality, et tu voyages. Tu fais tout ce que tu veux avec la technologie. Tout se fait, même currency, il n'y aura plus d'argent en papier, tout ce qui est, everything is crypto, mais nos jeunes ne sont pas encore préparés par rapport à NFT, Metaverse, toutes ces technologies, tout ce que tu veux faire aujourd'hui, tu le fais hybrid, mais aujourd'hui, dans quelques années, tu seras technologie, virtual. Maintenant, cette virtual reality qu'on parlait depuis 20 ans, maintenant c'est déjà fait. Hein. Tu vas aux États-Unis, dans les autres pays, tu n'as plus besoin même beaucoup de choses, tout est encore en ligne.
Mais nos jeunes ne sont pas encore préparés. C'est une opportunité pour nos leaders, mais aussi pour nous, le secteur privé, d'investir sur l'éducation et la formation des jeunes pour qu'ils puissent se préparer, pour qu'on puisse être devant dans 20 ans, dans 15 ans, comment on va faire pour que ces jeunes-là peuvent compétir au niveau international. Si on ne le fait pas, on rate cette opportunité que Covid nous a amené de relancer, tout le monde repartit à zéro. Parce que sur Covid, tout le monde a paniqué. Les États-Unis, la Chine, la France, on était tous au même niveau. Hein. Et nous, on était même mieux parce qu'on avait moins de cas, moins de problèmes ici avec Covid que les autres pays qui perdaient malheureusement des millions de personnes. Et c'était une opportunité de relancer nos économies à partir de nos fermes, à partir de nos villages et mettre de l'argent sur la technologie. Imagine si on avait fait ça il y a 2 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire. C'est là où je vois aujourd'hui l'entrepreneur africain, c'est l'entrepreneur social qui pense de l'avenir, de ne pas juste faire de l'argent, mais aussi de créer des opportunités de la richesse pour la jeunesse africaine, parce que c'est une jeunesse qui a besoin de ça. On n'a plus besoin de tendre la main, parce qu'on est le continent le plus riche du monde. Moi, je ne peux pas comprendre un continent si riche. J'ai toujours du mal à le comprendre. On a gold, on a uranium, on a waters, on a gaz, on a, you name it, phosphate, cacao, tout ce que Dieu a donné à l'être humain, on nous a donné abondamment ici en Afrique. Mais on tend la main pour des financements de 10 millions de dollars, 20 millions de dollars et on fait des remises de photos et tout ça. On est content parce qu'il y a l'ambassade de tel et tel qui vient nous donner 10 millions de dollars et on est content, ou 20 000 dollars ou 20 millions même pour faire des photos avec et on est content. Ça me fait mal. Que des États des autres pays, comme les États-Unis, comme la France, viennent former les jeunes dans des institutions pour les amener dans leur pays, leur former, leur donner des bourses et on regarde comme si tout était OK. Imagine, bon, je n'ai rien contre eux, ce qu'ils font c'est normal, les Yali et tout ça. Moi j'étais aux États-Unis quand on créait ça pour eux. Mais je ne peux pas comprendre que nos États regardent les États-Unis venir investir des futurs leaders dans nos pays. Imagine qu'ici, au Togo ou au Sénégal, nos présidents ici, ils vont aux États-Unis, ils sélectionnent tous les jeunes leaders des États-Unis, ils sélectionnent les jeunes leaders de la France, à Lyon, Marseille, à Lille, etc., les Français, hein, pour les amener, les former ici. Investir sur eux pour que demain, oui, après, voilà, tu es un ami de l'Afrique du Sénégal ou du Togo. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on accepte qu'on ne fasse ça? Qu'on prépare nos leaders pour nous. C'est pourquoi moi je ne peux pas attendre, c'est pourquoi je suis venu investir dans l'éducation, créer des écoles sur l'agriculture, de leadership et sur les nouvelles technologies. Et c'est là où j'appelle la diaspora. On a vraiment besoin de vous. Hein. Ce n'est pas un conseil, c'est un partage d'expérience. Moi j'étais avec vous là-bas à l'extérieur et j'ai dû retourner aussi au pays. Je ne dis pas à toute la diaspora de retourner parce qu'on a besoin de certains d'entre eux dehors. Et là où vous êtes, je sais que la diaspora ne l'oublie jamais parce qu'ils sont trop attachés à la terre-mère. Donc il faudra 2 choses. Il faudra que nous, qui sommes là aujourd'hui, on doit créer cette plateforme pour que leur aider à revenir investir. Parce que c'est difficile quand même pour la diaspora quand ils viennent d'investir par rapport aux institutions sur place, mais par rapport aussi à la façon dont on fait business ici. On ne leur facilite pas la tâche. Et donc c'est à nous aussi de les aider, surtout des gens comme nous qui ont quitté. Nous sommes revenus ici, on a vu comment ça se passe, pour leur expliquer, pour leur faciliter la tâche quand ils reviennent. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas attendre trop longtemps que les choses se fassent pour qu'on revienne. Parce que l'Afrique aujourd'hui est pleine d'investisseurs, tout le monde est en train de prendre du marché. Tous les marchés sont inondés d'étrangers. Rien hein, avec les étrangers parce qu'on en a besoin. Nous, on était étrangers aux États-Unis. Ils nous ont bien traités, ils nous ont donné des opportunités. Il y en a au Canada, partout, il y a les Africains là-bas. Donc chez nous, on a besoin aussi des étrangers parce que le monde aujourd'hui est global. Interconnection, on est interconnected. Mais quand même, on doit contrôler notre économie. Je ne vois pas un pays comme Singapour ou la France laisser le cœur de leur économie contrôlé par la Chine et les autres pays. Ils ne vont pas le laisser. Ici, tout est contrôlé par les autres. C'est parce qu'on n'a pas assez d'investisseurs aussi de la diaspora qui reviennent prendre leur part de marché. Certains me diront que oui, c'est parce que c'est difficile quand on est là-bas. C'est parce que c'est difficile qu'on doit revenir le faire. Parce qu'ici, c'est chez nous. Et je vous invite à vraiment réfléchir là-dessus, de nous aider à construire des projets, à créer des projets ici. Et petit à petit, tôt ou tard, on prendra
le contrôle de ce qui se passe ici dans notre cher continent. Mon grand-père, Mam Chon, était un héros pour moi. Si vous lisez mon livre Mémoire d'un éternel optimiste, je parle de lui, qui m'a beaucoup aidé les moments difficiles, qui m'a encouragé, qui m'a vraiment préparé pour les difficultés qui m'attendaient. Ma mère, qui était ma motivation première, avec les difficultés qu'elle a vécues, elle a gardé le cap. Elle m'a donné beaucoup de force. C'est grâce à elle que j'ai été frustré au début de vouloir changer sa vie, ce qui m'a poussé à à quitter ma ville natale à 16 ans pour aller à Dakar, travailler là-bas comme apprenti maçon, se battre pour avoir mon bac et venir aux États-Unis commencer par nettoyer les tables pour que je puisse changer sa vie. Elle est toujours la personne qui me motive le plus. L'autre héros, j'ai d'autres héros comme Nelson Mandela qui m'inspirent beaucoup. Je viens d'ailleurs tout juste de chez lui. J'ai dîné sur sa table chez lui à table avec sa femme, Mama Gracia Mandela, à Maputo. On a passé 5 jours ensemble. C'était un honneur pour moi et un privilège. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Mandela, mais j'ai été chez lui et passé 5 jours avec sa femme. J'ai posé tellement de questions, elle m'a tellement encouragé sur beaucoup de choses que je suis en train de faire, qu'on est en train de faire notre génération, qui m'a d'ailleurs rappelé que notre combat avec Mandela, c'était pour libérer l'Afrique. Les Nkrumah, les Nyerere, les Chamorro Machel, son ex-husband aussi. Leur combat, Patrice Lumumba, c'était pour libérer l'Afrique politiquement. Et ils l'ont réussi. Et aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, notre rôle, c'est de garantir la libération économique de l'Afrique. Pour que demain, on peut garantir un avenir meilleur pour notre future génération ici. Et que nos ressources naturelles vont servir d'abord la population africaine, avant de servir qui que ce soit. Qu'on aura le choix, nous, de mettre les règles sur place. Qu'aucune personne qui va venir investir dans ce continent va suivre les règles qu'on met en place. Tout le monde est welcome. On cherche anybody. Mais tout le monde qui va venir va suivre les règles et que tout ce qu'on va investir dans ce pays, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit minière, que ce soit whatever it is, ça va bénéficier d'abord les Africains avant n'importe qui. Et qu'on aura le choix de décider. Parce que il n'y a rien de mal à ça. Les autres pays, c'est ce qu'ils font. Imagine-toi un Sénégalais, un Béninois, ou un Sénégalais, ou un Togolais, ou un Chinois va aux États-Unis et faire du business contraire aux lois américaines. Tu vas en gel, no matter who it is. Tu peux pas faire de la corruption openly là-bas, amener des caisses pour prendre des contrats de l'État. C'est pas possible. C'est la même chose en France, la même chose en Chine. Donc pourquoi nous en Afrique, les règles sont données et établies et contrôlées par l'investisseur? Parce qu'on est in the weak position of discussion of power. Donc ça, elle m'a conseillé ça et c'est un message que je veux partager avec mes frères et sœurs de notre génération. C'est notre moment. C'est le moment de prendre le relais. C'est le moment de prendre le torch que nous a laissé nos founding fathers. On peut critiquer tout le monde, mais aujourd'hui on ne peut plus parce qu'on est seul. Ça dépendra de nous maintenant de conduire, to drive the change we want to see in Africa. De créer l'Afrique que nos parents ont rêvé tant et n'ont pas eu la chance de voir.